Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Merci au bureau du Collège d'urologie pour l'aimable invitation. Donc, on va discuter ensemble des aspects anatomopathologiques des tumeurs vésicales. Donc, vous savez que les tumeurs de la vessie sont dominées par les tumeurs urothéliales, qu'elles sont majoritairement des tumeurs papillaires, elles peuvent être non papillaires, que c'est une maladie hétérogène. Et pour nous, anatomopathologistes, une tumeur est infiltrante lorsqu'elle infiltre la membrane basale. Et cliniquement, donc la classification clinique très importante qui distingue les tumeurs envahissant le muscle et les tumeurs non envahissant le muscle. Donc sur le plan anatomopathologique, c'est un groupe hétérogène de tumeurs. Le groupe le plus fréquent, c'est les tumeurs urothéliales qui naissent de l'urothélium, de l'épithélium de surface de la vessie. Bien sûr, la vessie est la localisation la plus fréquente. Ces tumeurs urothéliales peuvent être invasives ou non invasives. Mais bien, aussi, on a un groupe moins fréquent qui sont les tumeurs malpighiennes, les bénignes et malignes, les tumeurs glandulaires, les tumeurs neuroendocrines, les tumeurs mésenchymateuses, les lymphomes, bien que c'est très rare, et aussi, bien évidemment, les tumeurs secondaires. Concernant le groupe des tumeurs urothéliales, donc vous savez qu'il y a les lésions planes qui sont les carcinomes in situ. Puis on a le groupe le plus fréquent, c'est les tumeurs papillaires non infiltrantes. Il y a deux groupes bénins qui sont très rares, les papillomes et les papillomes inversés, mais majoritairement, c'est des tumeurs malignes ou à potentiel malin, c'est-à-dire les néoplasies urothéliales papillaires à faible potentiel de malignité, le carcinome urothélial papillaire de bas grade et le carcinome urothélial papillaire de haut grade. Donc ça, c'est la catégorie papillaire non infiltrante. Puis on a la catégorie de carcinome urothélial infiltrant. Sur le plan macroscopique, on a un mélange de ces aspects. On peut avoir, c'est ce que vous voyez vous à l'endoscopie, donc on peut voir des tumeurs papillaires avec une base souple non infiltrante. On peut avoir des tumeurs papillaires et infiltrantes. On peut avoir des lésions infiltrantes sans contingent papillaire ou des lésions planes à peine visibles non infiltrantes, donc c'est le carcinome in situ. Un exemple de pièce de cystectomie où il y a plusieurs tumeurs avec surface papillaire. Donc, c'est l'aspect classique de tumeurs papillaires. Pour le carcinome in situ, donc c'est par définition lésion plane, non papillaire. Généralement, on n'a pas de traduction macroscopique, donc pas de tumeur visible, bien sûr. Comment on fait le diagnostic sur le plan anatomopathologique? Donc, c'est assez facile. On a deux critères. D'abord, c'est une lésion intraépithéliale plane, donc non papillaire. On a le critère architectural, on va le comprendre tout de suite, l'architecture de l'épithélium qui change, et on a le critère atypie. Donc ça, c'est les deux critères qui font le diagnostic de carcinome in situ de haut grade. C'est-à-dire, donc rappelez-vous que l'urothélium normal, c'est un urothélium pluristratifié. Donc il y a plusieurs couches. Là en bas, la flèche en bas, c'est la membrane basale. Et puis les différentes couches de l'urothélium, généralement entre 4 et 7 couches selon l'état de réplétion de la vessie. Et puis, il y a à l'état normal une organisation de cet urothélium, c'est-à-dire on a des cellules basales verticalisées, des noyaux verticalisés, qui sont tous homogènes, de même disposition. Puis, il y a les cellules urothéliales qui sont aussi les autres couches, donc elles sont assez orientées de façon homogène. Et en surface, on a les cellules ombrella, les cellules parapluies qui tapissent l'urothélium. Donc ça, c'est une organisation normale. Dans un carcinome in situ, on va avoir une désorganisation, donc une perturbation de cette organisation, c'est-à-dire la disposition des cellules va être anarchique. Donc on a des noyaux en haut qui sont volumineux, plus volumineux que les noyaux au niveau de la basale, avec une orientation très différente des cellules. Donc l'organisation est anormale. Ça, c'est un critère majeur au faible grossissement pour penser au carcinome in situ. Deuxième critère, les atypies. Donc, il faut retenir que dans le carcinome in situ, les atypies sont manifestes, sont de type haut grade. C'est l'équivalent des atypies qu'on voit dans le carcinome papillaire de haut grade. C'est le même degré d'atypie. Sauf que ça, c'est une lésion plane et l'autre, c'est une tumeur papillaire. Est-ce que c'est clair? Donc, le diagnostic de carcinome in situ, assez facile, même au faible grossissement, muqueuse plane, non papillaire, avec épithélium désorganisé et atypie cytologique. Donc, si on dit atypie cytologique, c'est l'anisocariose, c'est l'hyperchromatisme, c'est l'augmentation du rapport nucléocytoplasmique. Et donc, troisième critère, bien sûr, c'est in situ, donc absence d'invasion de la membrane basale.
Donc là, dans ce cas, la cytologie urinaire joue un rôle très important parce qu'on ne voit pas de lésions. Et comme c'est des cellules malignes, c'est des cellules peu cohésives. Les cellules malignes perdent le contact et les molécules d'adhésion. Donc, c'est des cellules qui ont tendance à desquamer dans les urines. On les retrouve assez facilement à la cytologie. Et comme aussi les atypies sont assez marquées dans ce type de cancer, on les voit, on peut les voir et on peut faire le diagnostic. Donc la sensibilité de la cytologie est assez élevée. C'est dans 90% des cas pour les carcinomes in situ. On a besoin d'urine fraîche, donc en évitant l'émission du réveil, environ 50 ml qu'on va adresser au labo d'Anapat. La limite de la cytologie, vous le savez très bien, c'est qu'on ne sait pas très bien diagnostiquer les lésions de bas grade. Donc on peut faire des faux diagnostics, la sensibilité est faible pour les lésions de bas grade, et donc une cytologie négative n'exclut pas une tumeur papillaire, une tumeur vésicale ou de l'arbre urinaire. Et une cytologie positive, pas obligatoirement c'est la vessie, bien sûr, ça peut être les voies excrétrices ou l'urètre. Donc, dans le diagnostic cytologique, maintenant, il a été assez codifié. Il y a la classification de Paris, donc, qui donne les catégories diagnostiques, comment formuler le résultat cytologique. Juste ce qu'il faut retenir, donc, que la cytologie est fiable pour les lésions de haut grade. Et donc, notre rôle cytomorphologiste, c'est de dire est-ce qu'elle est positive pour une lésion de haut grade ou négative pour une lésion de haut grade. Donc, on ne se casse plus la tête pour diagnostiquer les lésions de bas grade. Donc, dans les classifications anciennes, Paris 2016 et avant, on peut suspecter les lésions de bas grade, on peut formuler ce diagnostic. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est dire haut grade, et on a des critères bien définis selon cette classification, ou négatif pour le haut grade, et on ne se prononce pas sur le bas grade. Donc, c'était le carcinome in situ. Maintenant, les lésions bénignes. Les tumeurs papillaires non infiltrantes, on commence par la catégorie bénigne, qui est très rare. Les papillomes, c'est exceptionnel, et les papillomes inversés. Donc, le papillome, c'est une tumeur qui est bénigne, donc ne récidive pas, qui est de petite taille, qui se voit chez le sujet jeune. Sur le plan histologique, on a des critères stricts pour faire ce diagnostic. Donc, par définition, c'est papillaire, donc on a un axe, mais cet axe est tapissé par un urothélium tout à fait normal. C'est-à-dire, idéalement, on a une biopsie à côté de la muqueuse de voisinage, et l'urothélium qui tapisse cette papille est tout à fait similaire à l'urothélium normal. Si on a le cas, donc on peut faire le diagnostic de papillome. Donc, c'est une lésion unique avec des franges fines bordées par un urothélium normal, c'est-à-dire normal sur le plan épaisseur, sur le plan architecture et absence d'atypie. Donc, ça, c'est très rare. Papillome inversé, encore rare. Donc, c'est une lésion, comme son nom l'indique, inversée. Donc, un développement endophytique. Il n'y a pas l'aspect papillaire en surface. Vous allez voir une masse qui est assez lisse en surface, sans franges papillaires, mais tout est à l'intérieur du chorion et endophytique. Et aussi les critères diagnostiques les mêmes que le papillome, il n'y a pas d'atypie, il n'y a pas de caractère infiltrant. Le plus fréquent, c'est ce qu'on voit, c'est les papillaires non infiltrantes, donc la néoplasie et les carcinomes de bas grade et de haut grade. Donc, comment on fait le grading de ces tumeurs? Donc, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, on se base toujours sur le même critère, les atypies et l'architecture du urothélium. Donc, plus l'architecture est perturbée, plus le grade est élevé, et plus les atypies aussi augmentent, c'est le haut grade. Donc, comment on fait en pratique? On recommande de voir la lame au moyen grossissement. Et on balaye la lame, on se fait une impression. Si à ce grossissement, on a un aspect d'ordre nazmine, donc une organisation cytologique et architecturale, on est dans le groupe bas grade ou néoplasie. Si dès le moyen grossissement, on voit des atypies, on voit un urothélium désorganisé, on est dans le haut grade. En fait, vous savez qu'il y a eu plusieurs classifications pour ces tumeurs urothéliales. Et il y avait l'OMS 1973 très, très longtemps utilisé, qu'en grade G1, G2, G3. Et le problème de ces classifications, lorsqu'on a une catégorie intermédiaire, lorsqu'on ne sait pas, on a tendance à regrouper dans cette catégorie intermédiaire. Donc, on a beaucoup de G2 et en pratique, on ne sait pas quoi faire de ces G2. Donc, d'où la classification 2004 qui est adoptée actuellement dans le 2022. Il y a la néoplasie lorsque les atypies sont légères, la néoplasie à faible potentiel de malignité. Il y correspondait une partie de G1
Et puis, il y a les carcinomes de bas grade qui correspondent au G2 et une partie de G1 sont maintenant classés en bas grade. Et puis, le carcinome de haut grade qui correspond à tous les G3 et aussi une partie de G2 va être classée en haut grade. Donc, tout ça, c'est beau, mais en pratique, on a une hétérogénéité tumorale. On peut avoir des zones différentes de bas grade et de haut grade. Et cette hétérogénéité n'est pas rare. Ça peut être jusqu'à 40% selon les séries. Des carcinomes méritoliaux sont hétérogènes sur le plan grading. Donc, comment on fait? Ce que recommande l'OMS, dès qu'on trouve plus que 5% de tumeurs de haut grade, on va classer notre cancer en carcinome de haut grade. Mais bien sûr, il faut mentionner dans le compte rendu que c'est hétérogène et que pas toute la tumeur est de haut grade. Donc, la correspondance entre les deux systèmes de classification. Et en fait, la classification en bas grade et haut grade est meilleure parce que ça élimine le grade intermédiaire et ça correspond probablement aussi, il y a une meilleure correspondance aux classifications moléculaires. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous savez que l'urothélium, pour passer à une tumeur, il y a plusieurs étapes de cancérogénèse. Et actuellement, on admet qu'il y a une étape pour les tumeurs de bas grade, un processus de cancérogénèse pour les tumeurs, pour les carcinomes de bas grade, et un autre qui implique d'autres gènes, P53 rétinoblastome pour les tumeurs de haut grade. Donc, on a vraiment deux catégories différentes sur le plan cancérogénèse. Il y a eu plusieurs classifications moléculaires de ces cancers. Il y a eu énormément de différentes classifications. La dernière, qui semble la plus adaptée, c'est qu'il y a un groupe luminal, un groupe basal et un groupe nul. Et ça c'est important parce que de plus en plus, on sait que la réponse à la chimio est différente de ces groupes moléculaires et le traitement est différent, notamment les inhibiteurs de FGFR3 qui sont efficaces sur les cancers de bas grade de type luminal. Donc, après ce rappel sur le grading, on va voir rapidement les différentes catégories. La néoplasie à faible potentiel de malignité, donc c'est une néoplasie papillaire non infiltrante à faible potentiel de malignité, parce que le risque de récidive et le risque de progression est très faible pour ces tumeurs. Donc, sur le plan critères diagnostiques, on ne va pas rentrer dans les détails, mais retenez, puisque c'est un bas grade, c'est un faible potentiel, donc l'organisation est très légèrement perturbée et les atypies sont légères dans cette catégorie. Les mitoses sont très rares. Un degré plus important de malignité, c'est le carcinome urothélial papillaire de bas grade. Donc, toujours les mêmes critères, mais dans ce cas, on va avoir une légère perturbation de l'architecture et des atypies un peu plus prononcées que dans la catégorie précédente. Le carcinome de haut grade, donc c'est toujours papillaire comme architecture, mais avec anomalie nette de l'organisation, des mitoses fréquentes et des atypies marquées. Et dans ce cas, si on pose le diagnostic de carcinome de haut grade, il faut s'acharner à trouver une invasion. On sait que le risque d'invasion est élevé dans cette catégorie, donc on va examiner bien les lames, faire même des niveaux pour trouver un foyer d'invasion. Donc on raisonne différemment. Si on est devant un carcinome papillaire de haut grade, on s'acharne à prouver que ce n'est pas invasif, donc on recherche les foyers d'invasion superficiels du chorion, mais si on est devant un bas grade, c'est a priori non invasif, sauf que si le foyer invasif est histologiquement bien évident. Parce que ce n'est pas toujours facile. Les incidences de coupe, les invaginations, les coupes tangentielles des papilles peuvent faire défaut au diagnostic d'invasion. La catégorie infiltrante, donc le carcinome urothélial infiltrant, il est souvent associé à une composante papillaire. Et donc, sur le plan histologique, on a en haut une composante papillaire et dans le chorion, un contingent massif infiltrant le chorion. Vous savez qu'il y a un grand polymorphisme pour les cancers urothéliaux. Ça peut donner une composante divergente dans le sens malpigien ou une composante divergente dans le sens glandulaire. Mais tant qu'on a une composante urothéliale classique, on le classe toujours dans le cancer urothélial. Donc, le cancer urothélial infiltrant peut être d'aspect très polymorphe. Donc, on a des divers aspects architecturaux, des aspects massifs, des aspects en nid. Donc, on ne va pas détailler là. Mais tout ça, ça se passe dans le chorion ou dans le muscle. Donc, on est dans le contingent invasif. Donc, on évalue le stade. On a dit tout à l'heure, pour tout ce qui est papillaire, le grade est très, très important. Maintenant, pour tout ce qui est invasif, c'est surtout le stade qui est très important. Le grading influence peu
sur le pronostic et la conduite thérapeutique. Généralement, dans ce qu'on est infiltrant, on est dans le haut grade. Donc, dans ce cas, on va bien évaluer le TNM. Il faut, bien sûr, vous faites la résection généralement de toute la tumeur. Nous, on doit l'examiner en totalité pour ne pas passer à côté d'un contingent invasif. Des fois, on a d'énormes cassettes, 20-30 cassettes, mais on inclut en totalité. Juste, j'insiste un peu que vous faites la coagulation des matériels de résection. Des fois, surtout si la tumeur est petite, on a toute la tumeur coagulée et on a du mal à la grader et à définir son stade TNM. Donc, faites attention à la coagulation des copeaux. Et bien sûr, vous savez très bien, il nous faut un prélèvement profond qui prélève le muscle pour bien évaluer le TNM. Donc, ce schéma, vous le connaissez très, très bien. On a les tumeurs in situ qui sont les lésions planes. Les PTA, c'est les papillaires aussi non invasifs. Les PTA, c'est dans le chorion. Dans la classification précédente, on précisait T1A ou T1B pour dire superficiel et profond. On reste toujours à le faire, même si ce n'est pas obligatoire dans la TNM actuelle. Mais ça aide, c'est important quand même. Certains recommandent de mesurer l'épaisseur de l'invasion, d'autres recommandent de voir, de classer en superficiel et profond. Mais il faut essayer d'évaluer le T1. Bon. Donc, c'est cancer urotélio-invasif. Donc, on a la forme commune, mais on a aussi des variantes. Et ces variantes sont importantes à connaître. On ne parle plus de variants, mais on parle de sous-types. Ces sous-types sont importants à connaître parce qu'ils ont un pronostic différent. Et parce que dans certains cas, on a des difficultés à déterminer le TNM. Et dans tous ces cas, la macroscopie ne nous aide pas beaucoup parce qu'ils ont des aspects très similaires. Il faut connaître la variante micropapillaire parce que c'est une forme agressive. Nous, on la reconnaît histologiquement par ces espaces clairs, ces artefacts clairs autour des cellules tumorales. Vous voyez en bas un groupe, des petits amas de cellules tumorales avec un espace clair. C'est des artefacts de rétraction. Il y a une inversion de la polarité de la cellule qui donne cet aspect micropapillaire. Donc, on doit le reconnaître, le préciser dans le compte rendu et donner le pourcentage parce que ça serait corrélé au pronostic. Lui, le pourcentage important de micropapillaire. Et ces cancers ont tendance à donner beaucoup d'emboles vasculaires. D'ailleurs, des fois, pour nous, on hésite entre embole et contingent micropapillaire parce que dans les deux cas, on a un artefact de rétraction autour. Deuxième variante à connaître, c'est le carcinome en nid. C'est assez rare, mais c'est important à connaître parce que c'est une tumeur qui va se développer en petits amas assez réguliers. Et si on a un contingent superficiel, on peut hésiter entre des îlots de vent brune, hyperplasiques, ou un carcinome en nid. D'autant plus que ce cancer, souvent, les atypies cytologiques ne sont pas manifestes. C'est des cancers qui sont agressifs, mais cytologiquement qui sont souvent quiescents. Donc, vous pouvez comprendre des fois les difficultés de diagnostic de cette variante. Donc, on peut poser le diagnostic avec certitude lorsqu'on a, vous voyez les faisceaux éosinophiles très épais de muscles. Et dans le muscle, il y a les amas tumoraux. Donc, ça, c'est une invasion du muscle et ça ne peut être qu'un carcinome. Il y a une autre variante, c'est la variante en grand nid. C'est le même aspect architectural des groupes de cellules, mais c'est des larges nids. Ça aussi, c'est difficile à diagnostiquer sur les copeaux. Des fois, on passe à côté sur les copeaux, on répond non invasif. Et sur les pièces de cystectomie, on fait le diagnostic parce qu'on voit ces larges groupes dans le muscle. Donc, en fait, c'est un mode d'envahissement comme un mode d'envahissement endophytique. Comme si ça pousse et ça pénètre. Ce n'est pas le mode d'envahissement classique. Donc, c'est le carcinome à grand nid. Avant-dernière variante importante à connaître, c'est les carcinomes plasmocytoïdes. Donc, c'est des carcinomes de mauvais pronostic, comme les micropapillaires, et c'est des cellules discohésives. C'est des cellules qui vont infiltrer sous forme de cellules isolées souvent, avec des noyaux excentrés, comme les plasmocytes, on les appelle plasmocytoïdes. Il y a le carcinome lymphoépithélium-alaique, donc qui semble de meilleur pronostic s'il est isolé, mais souvent, c'est des formes mixtes. Donc, on a l'urothélial classique et le lymphoépithélium-alaique. Juste à connaître parce que sur le plan histologique, ça peut être trompeur, comme c'est une tumeur où il y a beaucoup de stroma lymphoïde qui peut camoufler les cellules épithéliales. C'est comme le cancer du nasopharynx, lymphoépithélium-alaique.
Donc c'est une forme de meilleur pronostic, c'est elle est pure, non associée à l'urothélial. Dernière variante qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le carcinome sarcomatoïde. Donc c'est un carcinome qui a une architecture comme un sarcome. Donc c'est des cellules fusiformes et ça peut même avoir des composantes à type de chondrosarcome, d'ostéosarcome, etc. Donc c'est une tumeur qui est différenciée dans le sens sarcome, donc on l'appelle sarcomatoïde. Vous trouvez aussi le nom carcinosarcome si on a une composante épithéliale et composante d'aspect sarcomateux. Donc c'est une tumeur de mauvais pronostic qui se présente souvent sous forme de large masse. Juste, il faut la connaître aussi parce que, d'une part, le mot pronostic est mauvais et parce que ça peut mimer un sarcome. Et donc, la règle dans une tumeur vésicale, comme le plus fréquent, c'est les carcinomes. Donc, même si on a une prolifération d'aspects sarcomateux, il faut s'acharner à trouver le contingent carcinomateux pour poser le diagnostic de carcinome sarcomatoïde et non de sarcome. L'immunohistochimie peut être utile dans les tumeurs vésicales, pas beaucoup. On a quelques marqueurs qu'on peut utiliser. Le GATA3, c'est positif surtout dans le type luminal. La P63, les cytokératines 7-20, mais il n'y a pas de profil très particulier. À mon avis, ça reste toujours la morphologie et pas beaucoup l'immunohistochimie. Elle nous aide surtout dans les adénocarcinomes. Pas beaucoup, mais on va revenir sur les adénocarcinomes. Donc, on va finir avec les autres tumeurs non urothéliales. La deuxième tumeur, c'est le carcinome épidermoïde. Et vous savez qu'on ne parle de carcinome épidermoïde que lorsque la tumeur est totalement de type épidermoïde. Parce qu'on sait, comme on vient de dire tout à l'heure, il y a l'aspect mixte des carcinomes urothéliaux. Donc 100% épidermoïde. Et le diagnostic différentiel, c'est l'urothélial. Si on trouve de l'in-situ ou de papillaire, ça sauve le diagnostic. Et l'extension locale d'un autre cancer, par exemple un cancer du col, lorsque la tumeur est purement épidermoïde. L'adénocarcinome vésical aussi est plus rare et donc ça exige que ça soit purement glandulaire pour faire le diagnostic d'adénocarcinome et ce n'est pas une inflexion d'un cancer urothélial. Le diagnostic différentiel se pose surtout avec une métastase, une localisation secondaire, soit par contiguïté locórégionale ou par métastase. Les carcinomes neuroendocrines, il faut les connaître aussi, sont rares mais sont de mauvais pronostics. Surtout le carcinome neuroendocrine, on voit plus fréquemment le carcinome neuroendocrine de type à petites cellules qui est agressif. Et donc, dans ce cas, il faut y penser, il faut faire les marqueurs neuroendocrines. À part les carcinomes, donc quelques tumeurs non épithéliales, le phéochromocytome, donc c'est une tumeur qui se développe dans le chorion et dans la musculeuse. Et vous la suspectez cliniquement et nous, donc, il faut y penser. Il faut faire les marqueurs endocrines qui sont positifs et la cytokératine qui est négative, donc ça élimine le carcinome urothélial. Il ne faut pas oublier qu'il y a des tumeurs non épithéliales, non malignes, comme les pseudotumeurs inflammatoires. Ça se voit post-résection ou post-irritation, donc on peut avoir des masses qui peuvent être prises pour une tumeur maligne pour des sarcomes. Donc il y a les pseudotumeurs inflammatoires et il y a les tumeurs myofibroblastiques inflammatoires qui posent un problème de diagnostic différentiel avec la précédente. Mais ça, c'est une vraie tumeur avec un potentiel de malignité. Et le diagnostic, avec l'ALK positif, ça confirme le diagnostic. Les tumeurs mésenchymateuses, vous savez, le plus fréquent, c'est le léomiome. Donc, c'est une tumeur musculaire lisse bénigne de la vessie. Ça pose le diagnostic différentiel avec le léhémiosarcome. Surtout si on a une résection, on n'a pas la totalité de la lésion. Donc, il faut penser aux léhémiosarcomes bien différenciés qui peuvent mimer le léomiome. Donc, on va faire le compte de mitose, on va voir bien les atypies, la taille de la tumeur, donc pour pouvoir distinguer les deux. Le rhabdomyosarcome, donc vous savez très bien que c'est une tumeur qui se voit chez l'enfant, chez l'adulte jeune, généralement les formes embryonnaires. Et donc, pour finir, les tumeurs vésicales, vous savez très bien, c'est principalement les tumeurs urothéliales, principalement les types papillaires qui peuvent être infiltrants ou non. Donc le stade, c'est un facteur très déterminant pour la conduite thérapeutique. Le grade, il est très important, surtout pour les tumeurs superficielles. On utilise actuellement le grading à 3 systèmes avec un tumeur à faible potentiel, puis carcinome bas grade et haut grade. L'examen anatomopathologique, surtout des copeaux de résection, doit préciser le type de la tumeur. Est-ce que c'est une tumeur urothéliale? Est-ce qu'elle est papillaire ou pas? Est-ce qu'adéno, épidermoïde ou autre?
Si c'est urothélial, quel est son degré de différenciation? Est-ce qu'elle est invasive ou pas? Donc, l'invasion, c'est à partir de la membrane basale, donc T1, T2. Il faut préciser bien aussi le carcinome in situ. Si on a de la muqueuse saine à côté, des fois on n'a que la tumeur, on ne peut pas le préciser. Il faut bien voir s'il y a des images d'embole vasculaire. Donc, si vous permettez, on va terminer avec un test d'auto-évaluation. L'examen histologique d'une lésion vésicale a permis d'objectiver des papilles avec un axe conjonctif fin, tapissé par un revêtement urothélial d'architecture et de morphologie normale. Quel est votre diagnostic? Donc, c'est papillaire, avec un épithélium tout à fait normal en surface. Très bien, c'est un papillome. Très bien. Un carcinome urothélial vésical est classé papillaire, non infiltrant. Donc, c'est quoi son stade? Papillaire non infiltrant. Très bien, un PTA. Quels sont les deux facteurs histopronostiques majeurs des tumeurs urothéliales papillaires? C'est très banal. Le tumeur urothéliale papillaire. Allez-y, on attend votre réponse. Le stade et le grade. Donc, l'adénocarcinome de la vessie est diagnostiqué sur la présence de structures tubulaires. Oui ou non? Glandulaires, tubulaires. Donc ça peut être juste, mais ce n'est pas suffisant. Est une forme de carcinome urothélial infiltrant? Oui ou non? Non. Donc, si on dit adénoca, c'est que c'est purement adénoca et ce n'est pas une variante de l'infiltrant. Doit faire éliminer une extension vésicale d'un adénocarcinome de voisinage. Oui. Allez-y, soyez pas Il y a une timide. bilharziose urinaire. Il aura un cadeau à la fin, celui qui va répondre. Est lié ou non à une bilharziose? Donc non, ça est Bien sûr que appliqué dans non. l'épidermoïde. Est caractérisé par la présence de globes cornés. Les globes cornés, c'est dans les globes cornés. C'est le carcinome épidermoïde. Donc non. Donc les réponses justes. Ah, ici. Un carcinome infiltrant de la paroi vésicale avec un contingent papillaire en surface. Le contingent infiltrant comporte des zones d'architecture tubulaire, donc glandulaire, et d'autres avec maturation cornée, c'est-à-dire malpighienne. Donc c'est un carcinome mixte, urothélial, glandulaire et épidermoïde. C'est un adénocarcinome, c'est un carcinome épidermoïde, c'est un carcinome urothélial. Donc une seule réponse. Est-ce que A ou D? Hein? On a la différence papillaire, donc c'est urothélial. On a le glandulaire et l'épidermoïde, donc comment on va le classer? Soit mixte, soit urothélial. Qui dit mixte? En fait, c'est un carcinome urothélial. Il n'y a pas le type mixte. Donc, on sait que l'urothélial a des différenciations divergentes et on le classe en urothélial. Merci pour votre attention. Merci, professeur Rameh, pour cette excellente communication assez exhaustive et comme d'habitude didactique. Et je cède la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Alors, merci docteur pour votre présentation. J'ai une petite question. Alors, on a parlé de deux voies de carcinogénèse différentes pour les tumeurs infiltrantes et non infiltrantes. Est-ce que ça veut dire qu'une tumeur initialement non infiltrante qui a infiltré, est-ce qu'elle a changé de voie de carcinogénèse? Deux voies de carcinogénèse différentes pour les tumeurs de bas grade et de haut grade, pas pour l'infiltrant non infiltrant. Ah, d'accord. Et des voies de cancérogénèse différentes pour le type luminal et le type basal. D'accord, merci. Allez-y. Une question. Concernant le carcinome in situ, est-ce qu'il y aurait une différence entre les tumeurs planes non infiltrantes et les tumeurs planes infiltrantes? Est-ce qu'on parle de chorion ou bien de la musculeuse dans le carcinome in situ? Donc le carcinome in situ, c'est par définition une lésion cytologiquement de haut grade, mais qui n'infiltre pas la membrane basale. Donc ça, c'est un carcinome in situ. La deuxième question. Concernant les tumeurs planes, on a dit qu'il y a des tumeurs planes infiltrantes et des tumeurs planes non infiltrantes.
est-ce que les tumeurs planes infiltrantes sont en rapport avec le carcinome in situ ou bien c'est une entité à part? En fait, plane, c'est un terme macroscopique. Donc, plane, ça veut dire, ça peut dire in situ, ça peut dire in situ et infiltrant. Donc, mais les tumeurs infiltrantes peuvent être associées à l'in situ, peuvent être associées au papillaire, peuvent être associées, puis on peut avoir les deux, papillaire et in situ. Et on peut ne pas mettre en évidence la deuxième composante et on ne sait pas. Certainement, il y avait cette composante, maintenant qu'on ne la voit pas maintenant. On peut trouver que de l'infiltrant uniquement, par exemple. Merci. Il y a une question en ligne par Dr Farfer. À vous la parole. En fait, docteur Farfer, vous êtes avec nous sur Zoom, ainsi que docteur Sidom. Avez-vous des questions à l'oratrice? Et comme ça, on vous passe en live. Non, je crois, pas de questions. Docteur Sidom, vous voulez intervenir sur Zoom? Pas de questions? Bon, vous avez une question? Alors, j'ai une question d'ordre pratique parce que des fois, on résecte une petite tumeur de moins de 3 cm chez un patient jeune. Et la NAPAT nous répond qu'il s'agit d'un PTA. Chorion, il est bien vu, mais le muscle non vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut, réséquer pour avoir du muscle? Sachant qu'il y a des recommandations, je sais la réponse, mais à votre avis, est-ce qu'il faut refaire la résection ou bien se contenter de ce résultat pour une petite tumeur de 3 cm qui n'envahit pas le chorion et le muscle, peut-être, il a été abîmé par le courant de coagulation ou autre chose? Oui, à mon avis, comme ce n'est pas infiltrant, c'est PTA. Et bien sûr qu'on a tout inclus, tout examiné, on n'a pas besoin de vérifier le muscle. Juste nous, on le met pas systématiquement, muscle vu, non vu. Mais comme c'est des tumeurs PTA, on n'a pas besoin de voir le muscle. Et même dans la conclusion, moi je dis à mon équipe, on ne met pas dans la conclusion muscle vu, non vu pour des tumeurs non infiltrantes. D'accord. Merci une autre fois, professeur Rameh, pour cette excellente communication. Maintenant, nous allons passer à Dr Ryan Lahouer, qui va nous présenter la partie suivante concernant la présentation clinique des tumeurs vésicales. Il y a une question du professeur Zakham avant. Ah, voilà. Une minute. Merci, professeur Amer, pour cet excellent exposé. Donc, c'est concernant la sous-classification des tumeurs PT1. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré que c'est un facteur de risque PT1A, PT1B selon l'importance de l'infiltration du chorion, mais ça n'apparaît toujours pas dans la classification. Qu'en pensez-vous et est-ce que vous le faites de pratique courante ou pas? Merci. On garde toujours le PT1 lorsqu'on peut le faire. Des fois, on peut dire, le critère, c'est les vaisseaux épais de la sous-muqueuse. Lorsqu'on a des vaisseaux épais, sous ces vaisseaux, c'est le PT1B, et au-dessus, c'est le PT1A. Donc, des fois, on peut trancher, on le met, chorion superficiel, chorion profond. Des fois, on ne sait pas, on ne précise pas. Mais les recommandations, si on ne précise pas le niveau d'invasion, il vaut mieux préciser le niveau en millimètres. Donc, à partir de la membrane basale. Donc, je pense, même si ce n'est pas obligatoire, ça n'apparaît pas dans la classification, on essaie de le mettre de plus en haut lorsqu'on peut. C'est une importance pronostique, comme vous venez de dire. Merci.